Prenez soin de votre jardin avec Oriange 3 en 1. La nouvelle innovation Solabiol. Insectes, acariens et maladies, un seul produit et c'est fini. Bienvenue au jardin vous est proposé par ARS, le fabricant japonais d'outils professionnels pour la taille, la coupe et l'entretien de vos jardins et de vos espaces verts. Vous avez besoin d'un avis, d'un conseil? Consultez-nous sur notre site www.ars-france.fr. News Jardin TV vous propose Bienvenue au Jardin, une émission 100% nature, animée par Patrick Mulan et Roland Motte. Bonjour à tous, nous sommes le 10 juillet et c'est le numéro 17 de Bienvenue au Jardin. À côté de moi, comme d'habitude, Monsieur Roland Motte. Bonjour Roland. Bonjour Monsieur Patrick, bonjour à tous. Oui, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme, c'est l'été. Certains d'entre vous sont en vacances, donc on leur souhaite d'excellentes vacances, des moments de détente. Vous allez passer avec nous. Pour ceux qui ne sont pas en vacances, c'est comme les vacances. Oui, c'est pratiquement. Décontracté, ça va être détendu et j'espère pour vous que ça va être intéressant. 2 mots à dire au niveau de la santé, au niveau du tel, tout ça, tout va bien. Oui, alors vous allez rire, la santé va bien. On est en forme, malheureusement on n'est pas en vacances. Nous on est obligé de travailler comme des fous, comme des forcenés pour parler au moins pendant 1 heure. J'exagère là, non je l'ai bien fait celle-là. Je suis plutôt ravi toutes les semaines de vous retrouver. C'est un moment intense et vous rappelez que si vous êtes sur la chaîne YouTube de News Jardin TV à partir de 8h tous les samedis, eh bien, on chatte ensemble. On est comme en direct. Alors, Monsieur Roland, le calendrier du jour 191e jour de l'année, le 10e jour du signe astrologique du Cancer. Et donc, on a dépassé le milieu de l'année. Ça y est, cette fois, j'ai capté. Ça y est. Oui. T'es carré, là? C'est après le 30 juin, ça y est, c'est sûr. Bon. Il y a la plante. Voilà, parce que c'est le 22e jour du mois de Messidor dans le calendrier républicain français. Et c'est le cumin. Le cumin. Siminum cuminum. Alors, Monsieur Roland. Le cumin, alors c'est une petite plante, on disait dans le temps des ombellifères, c'était mieux, parce que maintenant il faut dire des apiacées, tu vas me reprendre de toute façon. C'est ça. Et donc c'était mieux de dire ombellifères, parce qu'il y avait des ombelles, une fleur en ombelle qui était jolie, donc c'est un paquet de petites fleurs blanches, et donc le cumin en fait partie. Alors j'aime bien la description de l'ombelle par Roland. En fait, une ombelle, c'est quoi? C'est une inflorescence dont l'ensemble des fleurs partent du même endroit et ont des pédoncules de hauteur différente pour que l'ensemble des fleurs, elles, soient au même niveau. Donc un paquet de fleurs blanches. Donc ça fait une sorte de petit parapluie de fleurs blanches. Mais sur les ombellifères, si tu donnes simplement cette indication-là, eh bien tu vas avoir une foule de plantes parce que énormément de ces ombellifères font des fleurs blanches. Notamment, par exemple, la carotte ou... Ce qui est beaucoup plus terrible, la ciguë. Donc, il faut faire attention. Oui. Alors, le cumin, c'est quoi? C'est une plante annuelle. Oui, plante annuelle, alors qui pousse plutôt dans le sud. Tu sais que l'origine, c'est vraiment la vallée du Nil. Peut-être même un peu l'Inde aussi. Et c'est une plante qui a été utilisée par les embaumeurs à l'époque des pharaons. Alors, il n'y avait pas que du cumin, mais ça faisait partie. Et je pense qu'ils utilisaient l'huile essentielle pour embaumer les momies. Puis alors, ce qui est bien, c'est les croyances qu'il y a autour quand même du cumin. Ça, c'est rigolo, ça m'a fait rire. Oui, il paraît que quand tu semais là-bas, quand tu étais en Égypte, il fallait que tu sèmes et que tu injuries. Pour tout ça, machin. Enfin, je ne vais pas te faire les injures en direct. Puis apparemment, les Romains avaient d'autres choses aussi. On pensait que c'était une plante protectrice. C'était vraiment associé à ça. Donc, quand tu parles de l'Antiquité égyptienne, c'était pour obtenir des bonnes récoltes. Pour les Romains, c'était pour prévenir les mauvais rêves. Et on disait aussi au Moyen-Âge, que ça pouvait servir à s'affranchir. C'est-à-dire quand on était un serf, qu'on avait suffisamment de graines de cumin, peut-être qu'on pouvait acheter sa liberté. Parce qu'à l'époque, mais tout ce qui était épices à ces époques était extrêmement cher. C'était des choses très, très, très précieuses. Mais c'est de l'arnaque. Quand tu étais dans le Nord, tu n'avais pas de cumin. Donc comment ils faisaient? Parce que ça gèle le cumin quand même. Ça gèle le cumin, évidemment. Bon.
Mais comme c'est une plante annuelle, on peut quand même la cultiver correctement. Si on a les graines, on les sème pas trop tôt, et puis on va avoir le cumin. Mais toi, tu as autre chose qui remplace tout à fait. Ah ben oui, mais c'est une bisannuelle. En plus, je gagne au change. C'est le Carvi des Vosges. Alors nous, on l'appelle Carvi des Vosges. Bon, on pourrait Carvi du Nord ou de l'Est parce qu'il tient bien au froid, lui, donc il arrive à tenir. Alors on n'est pas sur la même plante, hein, c'est Carum carvi. Là, on était à Cuminum siminum, donc on est des plantes voisines qui ont les mêmes propriétés. Ben oui, puis les graines se ressemblent, allez, on va dire comme 2 gouttes d'eau. Et puis, dans les Vosges, tu as quand même le Munster. J'espère que vous connaissez le Munster. Et on met toujours du cumin, du carvi. Qu'on appelle cumin, en fait. On dit toujours du Munster au cumin. Oui, d'ailleurs, c'est rigolo. Sur les étiquettes, tu sais, des fois sur le Munster, ils mettent au cumin. Oui, non, c'est de la triche. C'est du carvi. C'est sûr. Ah bah oui. Oui, il est local. Alors... Bon, on va avoir quand même quelques anniversaires, enfin en tout cas un. On avait évoqué ce personnage grandissime, hein, il faut bien le dire, il y a quelques temps, je crois que c'était le 19 juin, pour sa mort. Et curieusement, ça retombe justement un samedi. Eh bien, le 10 juillet 1759 naissait... Pierre-Joseph Redouté. Le Raphaël des fleurs. On ne pouvait pas passer à côté. Franchement, si vous avez l'amour des beaux dessins, l'amour des belles plantes en représentation, essayez de vous offrir tout simplement une reproduction de Redouté. On n'a pas fait mieux, vous vous rendez compte quand même. Avec toutes les techniques d'aujourd'hui, on n'a pas fait mieux que ce que sait faire Monsieur Redouté. Et puis, un petit dicton, hein, quand même, aujourd'hui, on est à la Sainte-Ulrich. Ulrich, c'était un bénédictin près de Fribourg, en Allemagne. Alors, on dit Ulrich, hein, je crois, non ? Ça m'arrange pour la rime, moi. Au casse-croûte à la Saint-Ulrich, le jardinier sort ses miches. De pain, évidemment. De pain. Oui, t'avais compris. Moi, je dis plutôt un truc plus costaud, à la Saint-Ulrich, on va dire comme lui. Débroussaillons toutes les friches. Et puis, il y a quand même un vrai dicton qui dit « Pluie du 10 juillet mouille 7 fois du moissonneur le bonnet ». Donc on verra bien si vous Il va pleuvoir aujourd'hui. Il va sûrement pleuvoir quelque part, hein, ça c'est sûr. Dans le monde, on ne sait jamais. On entend, mon cher Roland, que ça sonne. Ça veut dire donc qu'un auditeur, un internaute a écrit sur le site de News Journal TV. Et nous avons qui ? Porco. Voilà, Porco qui dit « Je viens d'acheter 5 litres de purin de prêle, de fougères et d'ortie. On peut, avec un tel trio, fongicides, insecticides et fertilisants, est-ce qu'il est capable de faire ça? Mais comment les utiliser ensemble, espacer, mélanger, que faire ?» Ça m'énerve. Ça m'énerve sérieusement que l'on raconte n'importe quoi autour de ce qu'on appelle les préparations naturelles peu préoccupantes. Les PNPP, ça c'est pour ceux qui sont un peu dans la profession. À partir du moment où c'est peu préoccupant, c'est aussi peu efficace. Il faut bien être certain. Et ce n'est ni désherbant, ni fongicide, ni insecticide. C'est éventuellement éliciteur, c'est-à-dire qu'on va expliquer ce que c'est. Éliciteur, ça veut dire que ça va renforcer les défenses naturelles de la plante. Et c'est surtout, comme toutes ces préparations, ces macérations, ces décoctions, des engrais, on va dire, organique. Alors, je sais que tu n'es pas 100% d'accord avec moi, mais quand même, je vais vous dire une chose. Si ces purins, puisque appelons-les comme ça, avaient autant d'efficacité, étaient aussi formidables qu'on le dit, jamais on aurait inventé les insecticides de synthèse ou les fongicides de synthèse qui ont eu quand même leur de gloire entre les années 40 et la fin des années 2010. Donc, on sait très bien qu'aujourd'hui, toutes ces préparations-là n'ont pas l'efficacité que pouvaient avoir des produits, bien sûr, éminemment plus toxiques, mais la fin souvent justifie les moyens. Je sais que beaucoup d'entre vous ont les cheveux qui se dressent sur la tête en m'écoutant, sauf que, aujourd'hui, c'est quand même pas ça qui remplace efficacement. Alors maintenant, je te laisse la parole parce que je sais que tu es monsieur Tisane, donc nous allons t'écouter. Non, je suis moyennement d'accord avec toi, surtout sur la philosophie en fait. C'est qu'on a été habitué pendant plusieurs années à avoir des produits qui vont éradiquer, qui vont supprimer éventuellement des pucerons, des insectes qui vont s'attaquer aux plantes. Depuis, on ne peut plus et donc on va
faire adoucir. Et je trouve que c'est beaucoup mieux, puisque autant l'agriculteur a besoin de faire du nettoyage complet, autant nous, jardiniers, on peut accompagner les plantes. Ah et oui, ces mais je suis purins, d'accord là-dessus. Hein. ben voilà, c'est tout. Et ben tu vois, on est d'accord. Non, mais après, moi, où je suis pas d'accord, c'est de faire croire que, grâce à ces purins, ces tisanes, etc., on va pouvoir sauver le monde. Oui, Et parce ça, que c'est pas vrai. c'est normal, parce qu'on est en transition finalement. Du jour au lendemain, on a arrêté les produits chimiques, appelons-les comme ça, et le lendemain, le 2 janvier au matin, on devait dire bah, on va en faire autrement. C'est pas facile. On met 25 ans pour changer à peu près une mentalité, et là, du jour au lendemain, il faut le faire. Donc c'est vrai qu'il y a des adaptations, et donc ces produits, on peut les prendre pour accompagner les plantes, en tout cas pour qu'elles soient un peu plus résistantes. Faut pas non plus raconter n'importe quoi. Tu as raison, là-dessus, je te rejoins. Quand on me dit, moi, que le purin d'ortie, il peut tout faire, y compris nettoyer l'intérieur des intestins, y compris être désherbant, y compris tuer les pucerons, faut pas exagérer, il fait pas tout ça, quoi. Ça fait pas tout ça, mais toi, tu l'utilises quand même un petit peu. Roland est quelqu'un de terrain qui travaille justement avec un regard très aiguisé autour de tout cela et qui fait des expériences. Donc, est-ce que tu l'as utilisé? Est-ce que tu as obtenu des effets? Oui, mais pas les effets qui sont marqués dans ma petite fiche là. Pourquoi? Parce que ça va pas éradiquer. On a des consoudes, donc on fait un peu de purin de consoude parce que ça c'est cool à faire, c'est pratique, il y a des grandes feuilles, c'est moins embêtant que les petits purins comme la prêle. Déjà, faut trouver de la prêle, c'est pas pratique. Et donc on en a fait. C'est plutôt enrichir. Alors est-ce qu'elle va être plus forte quand il y a du mildiou? Il y a du mildiou. Hein. On a beau arroser avec de la consoude. Oui. Alors en revanche, je pense que quand même. Vous allez dire, il se contredit, mais c'est pas vrai. Sur le purin d'ortie, par exemple, on s'est quand même rendu compte que la richesse en oligo-éléments de ce type de produit donnait à la plante une très très bonne santé, ce qui faisait que, théoriquement, quand on est plus costaud, on est plus résistant. Donc c'est un peu comme ça qu'il faut le regarder, mais encore une fois, ce ne sont pas des produits miraculeux. Vous n'avez pas la main verte? Alors prenez-en de la graine avec nos paroles d'experts. Alors, si je vous ai fait dresser les cheveux sur la tête par les propos précédents, rien que le mot que je vais maintenant prononcer par rapport à ce sujet va pour certains, ou plutôt certaines généralement, faire le même effet. Nous allons donc parler des araignées. Est-ce que ce sont des amis pour les jardins ou les jardiniers, ou au contraire des ennemis? Et il y a énormément de choses un petit peu, je veux dire, idiotes qui sont dites autour des araignées. Et pour cela, d'ailleurs, je voulais tout de suite vous présenter un livre qui est très très intéressant parce qu'il vous dit tout simplement 50 idées fausses sur les araignées. Donc ils mettent simplement des affirmations. Les araignées, par exemple, ne vivent que dans des endroits sombres et poussiéreux. Ben non, c'est faux. Alors tout est faux. De toute façon, dans les 50 affirmations, toutes les morsures d'araignées sont venimeuses. Ça, c'est faux, etc., etc. Ce livre est vraiment très très intéressant. Il est chez Koei. Tu vas nous dire des choses particulières sur les araignées dans ton jardin. Oui, oui, d'abord on essaye de les laisser. L'araignée fait peur, ça je rejoins ce que tu dis. Alors, ça grouille, et même quand on est petit, on nous disait faut chanter l'araignée Tipsy monte à la gouttière. Tu connaissais ça? Pas du tout. Quand j'étais petit, on faisait ça, c'est dur à faire, hein, c'est pour ça que je vais pas le faire. Voilà. Tiens, voilà la pluie, Tipsy tombe par terre, mais le soleil a rencontré la pluie. Donc c'était très beau, et donc l'idée c'était que on ait moins peur des araignées. Moi j'ai toujours la frousse de voir des araignées comme ça, je t'assure. Des fois, non. L'araignée, oui, on l'utilise nous au jardin. On l'utilise pas parce qu'on peut pas utiliser l'araignée, mais on la laisse faire. Et je suis ravi de voir des araignées parce que si j'ai bien compris et si j'ai bien écouté, elles mangent un paquet de petites bestioles. Voilà, parce que les araignées sont des prédateurs. Elles sont toutes vraiment des chasseresses et elles consomment pas mal de choses. Et pas forcément les araignées qu'on voit le plus. C'est-à-dire que les grandes araignées qui font des grandes toiles, etc., comme les épères par exemple, sont des araignées spectaculaires, mais qui vont prendre quelques moucherons, éventuellement des choses comme ça. C'est celles que l'on ne voit pas. Et je vous conseille un truc, c'est sortez un petit matin, lorsqu'il a fait un petit peu frais dans la nuit et qu'il y a de la rosée. Et vous allez vous balader tout simplement sur le gazon ou sur la prairie, vous allez voir des multitudes de petites toiles d'araignées. Et ça, c'est les plus intéressantes, parce que c'est celles qui vivent un peu cachées dans le sol. Souvent, elles ont un comportement très particulier qui est celui de la chasse à l'affût. Et c'est horrible, hein. À leur niveau, c'est absolument monstrueux. Parce que je suis, par exemple, un petit insecte. Et je me balade tranquillement sur la pelouse. Et tout d'un coup,
il y a un truc qui est aussi rapide que ce que je viens de faire, même peut-être plus, qui vient de sortir et vous êtes passé de vie à trépas. Parce que l'animal prédateur était caché sous un petit monticule de terre et elle s'est précipitée sur l'intrus. Quand tu fais crac-crac, j'ai bien compris, mais ça veut dire qu'il y a quand même... Elles ont piqué, l'insecte meurt instantanément, il y a donc bien du venin. Alors, c'est pas tout à fait vrai. À quoi sert ce venin? L'araignée ne mange que des sucs, enfin, tout ce qui est liquide. Alors ça, c'est aussi un truc absolument monstrueux. C'est qu'elle injecte donc à sa proie son venin qui va liquéfier complètement l'intérieur de son corps. Et que va faire l'araignée par la suite? Elle va faire comme avec une paille et elle va aspirer le contenu de sa proie. C'est ragoûtant, c'est du smoothie insecte, quoi. Alors, oui. évidemment, vu à notre échelle, c'est tout à fait intéressant. On regarde ça parce que nous sommes des gros animaux qui sont éloignés de ce danger. Mais quand vous êtes à l'échelle de l'araignée, c'est sûr que la vie n'est pas un long fleuve tranquille. Tu m'étonnes. Il y a une chose qui est évidente. Alors, tu as raison, quand on se balade le matin, nous, on a beaucoup de paillage, tu sais, en particulier du paillage de chanvre au jardin, et on en voit beaucoup, beaucoup. Alors, dès qu'il y a un rayon de soleil, il n'y a pas que le matin, d'ailleurs, on en voit beaucoup courir sur le paillage. Alors, ce qu'on voudrait dire par rapport à ce que Roland vient de vous dire, au niveau de courir, au niveau de voir des petites araignées sur le paillage ou sur les plantes, par exemple. Ne confondons pas les araignées avec ce que l'on appelle les araignées rouges, qui sont des acariens. Alors, c'est pas très très loin. On est dans le monde des arachnides, mais dans les acariens, il y a une petite différence. Des animaux, enfin bestioles que vous connaissez bien et qui sont tout à fait redoutables, qui s'appellent les tiques. Les tiques, ah oui. Et puis, un autre qui est pas très sympa, qu'il y a en ce moment, ou qui va y avoir bientôt dans nos jardins, qui sont les aoutas. Les aoutas sont les larves d'un acarien qu'on appelle le trombidion, et qui, lorsqu'elles sont à l'état de larves, ils cherchent le sang. Et alors, par contre, tu fais bien d'en parler, parce que quand on est dans un rayon phytosanitaire jardin, tu ne vois marqué qu'araignée rouge. Hein. On en reparlera de ces acariens, parce qu'ils sont très, très embêtants. Ils peuvent poser vraiment des très gros problèmes sur les plantes. Même vraiment, vous les ratatiner rapidement. Donc, on va donner simplement un conseil pratique. S'il fait chaud et sec, c'est quand même un tout petit peu la saison, n'hésitez surtout pas, le soir, après une période donc de forte chaleur, à doucher, mais vraiment abondamment, le feuillage de vos plantes, de façon à ce que ces acariens qui n'aiment pas cette chose-là ne prolifèrent pas. Donc c'est vrai que quand on est dans une période humide, on ne risque pas grand-chose. Quand c'est sec, eh bien vous vaporisez. Qui est très sensible à ce type d'attaque? Essentiellement les conifères à feuillage bleu. Oui. Et les rosiers aussi, pas mal. Donc voilà, soyez un petit peu prudents par rapport à ça. Bienvenue au jardin. Patrick Mulan, Roland Motte. Alors, mon ami Roland, nous allons parler d'actualité qui concerne le jardin. Qu'est-ce que tu as à nous proposer? C'est pas une nouveauté, parce qu'elle existe depuis 2013, mais on la développe vraiment dans les supermarchés. C'est Nergy. Oui. Nergy qui est un... C'est un kiwi. Voilà, c'est ça, c'est kiwi. Tout petit, voilà, c'est ça. On le gobe comme ça, tout seul. On le gobe comme ça. Ah oui. Il ne faut pas l'éplucher. Ah non, tu le manges, tu croques directement, tu n'as pas besoin d'éplucher, on le mange comme ça, ça fait des grappes. Alors j'en parle parce que Nergy, justement, on n'arrivait pas à le trouver. C'est une variété bien spécifique, donc qui est cultivée en particulier dans le sud-ouest. On fait la récolte plutôt à l'automne, donc ça dépend. Après, il y a plusieurs variétés, et donc on peut trouver aujourd'hui des kiwis, mais on va pouvoir trouver Nergy. J'en ai vu dans une pépinière, et donc on va peut-être pouvoir planter du Nergy chez soi. Donc voilà, c'était le petit coup. C'est intéressant. Sympa. Alors j'ai dit comme ça, non, en fait c'est 2,5 cm environ le fruit, donc c'est pas plus grand que ça. C'est vrai que ça peut être un peu à l'apéritif. Ce fameux, on va dire baby kiwi, eh bien on peut le planter, y compris chez nous quand il fait bien froid. Donc ça aussi c'est bien, parce que le kiwi, tu vois, on hésite, on est un peu à la limite, moins 10. Parce que le kiwi, on est sur Actinia arguta, donc qui est une espèce plus costaud. Alors c'est aussi costaud parce que ça vous fait des lianes quand même de 5 à 6 mètres de long. Là, il faut prévoir. Faut quand même avoir la place. Et même puis si il est annoncé à moins 25, donc je ne sais pas s'il tient jusqu'à moins 25, mais bon, le temps qu'on y soit, même chez nous, ça va, on est peinard. Je vais revenir sur vraiment un conseil de base. Méfiez-vous. Mais méfiez-vous
comme de la peste des annonces sur la rusticité. Je ne dis pas que ce que l'on vous raconte dans les livres ou sur les sites internet sont des erreurs, simplement, il ne faut pas généraliser. Quand on vous dit, par exemple, un moins 25 sur un kiwai, ça peut être moins 25 pendant 5 minutes, un petit matin, et sur un sol très drainant, avec dans la journée une remontée à 10 degrés. Donc faites très attention à ça et prenez, on va dire, une sorte de tampon de sécurité. Quand vous achetez une plante, si on vous dit ouais, ça c'est bien, c'est moins 10, vous dites ça c'est plutôt moins 5. Hein. Donc comme ça, vous êtes tranquille, parce que je connais trop de personnes qui ont eu des problèmes avec ça. Alors moi, je voulais vous présenter une plante aussi, une rose, qui a eu le Grand Prix de la Rose de la SNHF, la Société Nationale d'Horticulture de France, qui récompense chaque année des rosiers qui s'adaptent très très bien à notre climat. Cette année, c'est une rose qui a été créée par Meillan et qui s'appelle Auguste Escoffier. Alors, qui était Auguste Escoffier? C'était un des plus grands cuisiniers du 19e siècle, fait un hommage à ce grand chef, qui est d'ailleurs le premier cuisinier à avoir reçu la Légion d'honneur, pour vous dire, il était quand même très très connu. Donc c'est une plante qui est très 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 jolie. La fleur est abricot, léger parfum d'amande, et qui remonte vraiment très très bien, et qui doit bien entendu être résistante aux maladies, parce que pour obtenir le Grand Prix de la Rose, il n'y en a eu pas tous les ans. Donc ça veut dire, pour avoir le Grand Prix, il faut être au-dessus du lot très largement. Donc rappelez-vous, Auguste Escoffier de chez Meillan, vous en aurez à partir de cet automne. Alors, mon ami Roland, qu'est-ce que tu vas nous donner comme Monsieur coup de Escoffier, cœur? c'est le gars qui a inventé la pêche melba? Oui, exactement. C'est lui, oui, exactement. Oui. Ah oui, Ouais. Il a bien fait. Hein. C'est Voilà. bon. On voit le gourmand. Alors tu nous parles de Versailles? Oui, de Versailles. On avait Alain Baraton qui était avec nous il y a quelques semaines, la semaine dernière, je crois même. Oui. C'était ça. Notre ami Alain, pas tout seul, il a été aidé. Il a ouvert le Bosquet de la Reine à Versailles. Ça a été ouvert le 14 juin, donc c'est vieux, mais il faut y aller pendant cet été si vous pouvez aller à Versailles pour voir ça. Le Bosquet de la Reine, mais en quelques chiffres, il y a 2 hectares de superficie. Il y a 147 tulipiers de Virginie. Ils ont planté des belles bêtes. Ils n'ont pas planté des petits des rogatons ou des rejets. Il y a 600 rosiers, il y a 650 arbres à fleurs, 6000 arbustes à fleurs. À quoi servait le Bosquet de la Reine? Parce qu'il y avait des jeux dans le temps à Versailles. En général, c'était des jeux dans les bosquets. Oui, c'est ça, c'était des jeux dans les bosquets. Ça, il faut demander à Alain de nous raconter ça. Oui, on va le réinviter un de ces jours. Il va vous faire une émission érotique spéciale. Et d'ailleurs, je ne comprends pas pourquoi il y avait autant de rosiers. Mais bon, parce qu'il peut se piquer quand même dans les bosquets. Et donc là, ça vaut le coup d'aller voir, parce que, évidemment, j'espère que là, ça va être en fleurs, ça devrait. Et donc, c'est vraiment à voir. Puis il y a une salle dédiée aux cerisiers du Japon. Alors, ça ne sera pas le moment d'y aller, mais au printemps prochain, si vous pouvez aller voir cette salle des cerisiers du Japon et aussi des arbres de Judée, c'est vraiment à voir. Et je pense que l'été, ils vous font de nouveau les grandes eaux nocturnes. Et ça, si vous avez la possibilité d'y aller, je peux vous dire, c'est un spectacle inoubliable. Si vous ne pouvez pas, vous avez une vidéo sur News Jardin TV, évidemment. Alors, je voulais vous parler, moi aussi, d'un autre château, qui est le château de la Bussière, qui a obtenu le Grand Prix national des jardins potagers. Là, on est aussi, encore une fois, avec la Société nationale d'horticulture de France, entre autres, qui s'occupe de ça. Ce château de la Bussière, qui est dans le Loiret, est un jardin tout à fait intéressant. Et donc, je vous conseille d'aller le voir. Et j'avais un deuxième coup de cœur pour un film qui est sorti exactement le 30 juin, donc ça fait une dizaine de jours, qui est, et c'est suffisamment rare pour pouvoir en parler, un film qui parle du monde de l'horticulture. Ce film s'appelle tout simplement La fine fleur. Il est joué, entre autres, par Catherine Fro, qui joue une rosieriste qui est en pleine difficulté. Et franchement, c'est un rôle pour elle de composition, mais un rôle qui est tellement proche de la réalité de ce métier de créateur de variétés de roses, avec... Il y a des hauts et des bas dans le film, il y a des moments d'émotion, il y a des moments où on s'amuse, il y a des moments, surtout à la des apprentis qui font hurler de rire tellement ils sont nuls parfois. Bon, mais c'est vraiment bien. Si vous aimez donc ce monde de l'horticulture, si vous voulez aussi comprendre d'ailleurs le travail de cette création de roses, eh bien allez voir La fine fleur, c'est encore à l'affiche. Alors là, vous n'allez pas avoir le temps de voir le film dont je viens de vous parler, parce que nous avons simplement une toute petite page de publicité et nous revenons tout de suite. Ça va chauffer
avec le Green Power d'Ozlock. Des herbeurs électriques sans flamme et 100% naturels. Ozlock, conçu par des jardiniers pour des jardiniers. Bien que votre pelouse se porte plutôt bien, vous voyez apparaître de la mousse ici et là. Pas de problème, Gazon Pur DCM vient à votre secours. Gazon Pur DCM est un engrais pelouse organo-minéral avec une action indirecte contre la mousse. Cet engrais ne tache ni les dallages ni les pavés. Gazon Pur DCM, c'est 2 en 1. Un beau gazon bien vert et en plus, sans mousse. Incroyable ce qu'un mini-grain arrive à faire. Profitez de votre programme sans effort avec l'autoril d'Ozlock. Tuyau d'arrosage qui se réenroule automatiquement. Ozlock, conçu par des jardiniers pour des jardiniers. Alors, qui est-ce qui nous appelle? C'est Gaëlle. Qu'est-ce qu'elle nous demande, Gaëlle? Eh bien, Gaël, est-ce que je pourrais utiliser une plante couvre-sol à la place d'un paillis autour de mes fraisiers? Alors là, la question est compliquée. Hein. Enfin, elle est simple à répondre d'ailleurs. Hein. Non, mais elle est intéressante parce que l'idée, c'est quoi? C'est d'essayer de protéger l'ensemble du territoire qu'il y a autour des fraisiers pour que les stolons qui vont porter les fraises ne reposent pas sur le sol et que les fraises ne risquent pas 2 choses. À la fois le botrytis, c'est-à-dire la pourriture à cause de l'humidité, et puis peut-être aussi les limaces qui viendraient les boulotter. Oui, d'habitude, on met un paillis. Alors, on peut mettre un paillis de plein de trucs. D'ailleurs, comment tu pailles tes fraisiers? Non pas de la paillette de lin, parce qu'elle a tendance à repousser. J'ai jamais trouvé une paillette de lin qui ne faisait pas des repousses régulières. Donc ça, et le chanvre moi, je mets du chanvre. Voilà, c'est ça. Oui, paillette de chanvre, exactement c'est pareil. Parfait. Voilà. Oui. Et là, il n'y a pas de repousse. Et donc, c'est couvert, c'est blanc. D'abord, en plus, blanc et rouge. On voit bien les fraises quand elles sont mûres. Ça me permet d'aller les piquer. Ça, c'est bien. Et puis surtout, comme tu l'as dit, c'est posé non pas sur le sol. Et ça limite aussi un petit peu les limaces. Il y en a quand même quelques-unes. Oui, mais parce que ça ça les gratte un peu. oui, court ventre à terre, on va dire, les limaces. Donc, elles apprécient pas quand ça pique un peu, quand il y a des aspérités. Alors, il y avait une question que je m'étais posée en me disant, en regardant ces fraises magnifiques qu'on a quand on achète dans le commerce, comment ils peuvent avoir des fraises parfaites comme ça? Eh bien, quand vous regardez les productions de fraisiers, la plupart, elles sont en suspension. C'est-à-dire que les fraises ne touchent jamais le sol. Donc l'idée, elle pourrait être aussi tout simplement de surélever l'endroit où vous cultivez vos fraisiers, de façon à ce que les fraises pendent de chaque côté, comme dans un pot, par exemple. J'ai vu ça dans des gouttières. Tu sais, oui, les gouttières qu'on met c'est comme ça. Ouais. On installe ça et on plante directement dedans. Alors par contre, pour revenir à la question de Gaël, une plante dans les fraisiers, j'y crois même pas une seconde, c'est pas possible, c'est trop compliqué parce que la plante va prendre de la nourriture aussi aux fraisiers qui sont déjà extrêmement gourmands et ça c'est un peu complexe. Même une plante tapissante. Surtout une plante tapissante parce qu'elle va vouloir couvrir l'ensemble du sol, il va y avoir une concurrence invraisemblable. Et attention à une petite chose, il y a une plante qui est le Duchesnéen indica. C'est quoi ce truc-là? C'est le faux fraisier. Ah oui, le faux ça fraisier. Pousse, oui. mais à une vitesse fulgurante, ça fait des fleurs jaunes, alors que le fraisier fait des fleurs blanches ou roses pour certaines variétés, et surtout, ça fait des fruits qui ressemblent, alors comme 2 gouttes d'eau, à des fraises des bois, qui sont comestibles si on veut, mais qui sont d'une totale insipidité, ça n'a aucun goût. Ouais. Donc méfiez-vous par exemple de se dire tiens ça pourrait être joli, on va faire une sorte d'ambiance comme ça, ou par exemple des aégopodiums. L'aégopodium qui est une très très jolie plante couvre-sol, emmitouflez vos fraisiers et vous les avalez tout cru sans aucun problème. Vous cherchez la petite bête? Toutes les réponses dans le dossier de Bienvenue au Jardin. Eh bien, nous allons aller tout de suite en automne. C'est pas la peine de prendre des vacances d'été. Il n'y a pas de raison. Après tout, l'été, c'est casse-pied. Tout le monde est au même endroit. Nous, les jardiniers, on va directement à l'automne. Oui, c'est un clin d'œil, évidemment, parce que nous allons vous présenter les bulbes à floraison automnale. Alors, c'est vrai que, contrairement aux bulbes à floraison printanière, qui, eux, se plantent en automne et qui ont besoin de tout l'hiver pour pouvoir se développer, c'est-à-dire qu'il y a une grande distance entre le moment où vous mettez en terre une tulipe, par exemple, et le moment où elle fleurit, eh bien les bulbes qui fleurissent à l'automne, et on va vous les présenter un petit peu en détail, poussent beaucoup plus rapidement. On peut les planter maintenant, on peut les planter pratiquement même jusqu'à la fin juillet, début août, sans aucun problème, et vous allez avoir tout d'un coup une belle floraison d'automne, et quand je dis une belle, parfois même une très belle. Alors,
vous rappelez tous la comptine « Colchique dans les prés ». Colchique dans les prés, c'est la fin de l'été. Voilà. Bon, les chansons, c'est moi qui m'en occupe C'est dans toi, les émissions. D'accord. Alors, les colchiques, donc, qui sont d'abord des plantes de nos régions, spontanées, dont il existe des cultivars, parfois à fleurs doubles, comme les Laquander, par exemple, qui est très très beau, poussent, mais c'est complètement incroyable. On dirait presque de la génération spontanée. Oui, et quand on a un champ l'automne qui est garni et couvert de ces colchiques, c'est vraiment magnifique, oui. Alors, ce sont de très gros bulbes. Plus ils sont gros et plus ils fleurissent bien, que l'on peut planter maintenant, alors bien entendu, hein, comme toutes les plantes bulbeuses, sol très drainant, jamais de matière organique fraîche, donc on ne met pas de fumier qu'on a été chercher à l'étable, il faut que ça ait été bien décomposé, et on va les planter, donc comme je disais, maintenant. Alors, au niveau de l'emplacement sur les colchiques, c'est plutôt, comme tu disais, c'est dans les prés, donc c'est plutôt au soleil. Alors, il y a d'autres plantes que l'on peut mettre maintenant en terre. Un petit mot sur ce fameux colchique. S'il y a une difficulté quand même, c'est de le trouver en jardinerie. En jardinerie peut-être, mais de toute façon, par exemple, Promesse de fleurs, pour pas les nommer, qui sont des spécialistes, vous avez des collections de colchiques disponibles. Je voudrais que tu me parles même aussi d'une plante à bulbe d'automne exceptionnelle, qui est le safran. Ah, le safran, oui, qu'on trouve d'ailleurs, il y a des cultures dans les Vosges, donc le safran qui va être une petite plante et on va pouvoir récolter le safran. C'est ça qui est intéressant parce qu'il existe du sirop de safran. On va utiliser le safran dans la cuisine. Par contre, faut se lever le matin pour le récolter puisque on va récolter, je crois que c'est les étamines, hein, c'est ça Alors, c'est même les stigmates. C'est assez développé chez le safran, sauf que pour faire 1 kilo de safran, il vous faut 150 000 fleurs. C'est du taf, quoi. Voilà, c'est pas du taf, c'est de l'or en barre. C'est la plus chère de toutes les épices. Bah oui, parce qu'en fait, vous allez planter vos bulbes de safran actuellement assez profonds. On les plante à 10 cm. Et ce qu'il faut, c'est acheter des bulbes dont le diamètre est assez gros. Il faut au moins qu'ils fassent 1,5 cm de diamètre, parce que sinon, vous n'aurez pas vraiment de très belles fleurs. Et une chose aussi, un sol qui n'est pas tellement celui de Roland, neutre, peut-être légèrement acide, ça n'aime pas trop le côté calcaire. Je te disais qu'on en cultive dans les Hauts-de-Vosges. Les Hauts-de-Vosges, c'est acide. On est sur une roche-mère granitique, et donc contrairement à la plaine où on est plutôt en calcaire. Voilà, donc c'est plutôt acide. D'où la logique des choses. Il y a une autre plante très intéressante au niveau des bulbes d'automne, parce que alors bien sûr les colchiques aussi peuvent le faire, mais elle se naturalise très bien. Et c'est un crocus à fleurs jaunes qui fleurit en automne. Alors il ne s'appelle pas crocus, il s'appelle Sterbergia lutea. Les couleurs jaunes sont importantes parce que d'abord elles nous réveillent au printemps avec le forsythia bien sûr, et puis à l'automne ça ramène aussi un petit peu de jaune dans le gris qui commence à arriver. Alors on l'appelle la vendangeuse parce que comme ce nom l'indique, ça fleurit vraiment à la période des vendanges. Alors vous pouvez le planter jusqu'à la mi-août, c'est vraiment le maximum. Alors c'est pas gros, donc on plante pas un bulbe et puis un autre bulbe à 3 km, non, on fait des masses. Vous les espacez de quoi 4-5 cm maximum, de façon à obtenir quand même un effet coloré assez intéressant. Ça pousse très bien sous le semi-couvert des arbustes, par exemple. Vous pouvez sans aucun problème mettre ces plantes donc, dans une sorte de mi-ombre, avec un sol qui lui aussi va être quand même très drainant. C'est très facile à cultiver en pot. Donc si vous n'avez pas de jardin, pourquoi pas. Un petit conseil intéressant aussi, c'est de jouer avec des feuillages. Par exemple, vous pouvez avoir des bugles à Jugareptans avec des feuilles pratiquement noires. Avec les fleurs jaunes des Sternbergia, ça va le faire. Ça peut claquer un petit peu, là, oui. Alors, quand même, on en a encore oublié un majeur au niveau des bulbes de l'automne, c'est le cyclamen. Alors, pas le cyclamen que vous avez en pot, le cyclamen de Perse, mais le cyclamen de Naples. Ça s'appelle Ederifolium, ça veut dire donc cyclamen à feuilles de lierre. Sa feuille est très décorative. Ça ne pousse pas partout. C'est une plante capricieuse. Donc soit il va vouloir s'implanter, et à ce moment-là, il peut, dans certains jardins, vous avez des tapis qui sont vraiment spectaculaire, parce que la plante, elle fait 5-6 cm de hauteur, mais quand il y en a des centaines, je peux vous dire, vous arrivez dans le jardin, vous dites, waouh,
waouh, Ouais. ça vous le fait. Bon, mais parfois, ça veut pas. Alors ça aime bien quand même plutôt les sols bien drainés, humifères là, parce que c'est une plante naturellement de sous-bois. Alors on va terminer rapidement avec d'autres moins connus au niveau des lys. Quand je dis lys, Oui, c'est parce que ça, je voulais oui, au dire niveau. Oui. le lys de Guernsey. Oui, petite plante de la famille des amaryllis aussi. Hein. Elle fait 50 cm de haut et puis elle résiste pas bien à l'hiver. C'est plutôt Voilà. pour le sud. Ça va plutôt pour des cultures en pot. Ça s'appelle Nérine bodeni. C'est vraiment très, 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 très joli. Et puis, un nom qui va vous interpeller, mais attention, il ne faut pas confondre. L'amaryllis, la véritable amaryllis. Attention, amaryllis, c'est féminin. Amaryllis belladonna, qu'on appelle aussi la croix de Calatrava. Alors, je ne sais pas ce qu'est la croix exactement, ou du moins où est Calatrava, mais en tous les cas, c'est une plante aussi sud-africaine, qui pousse très très bien dans la région de la Bretagne, par exemple. Ça aime bien ces températures moyennes, jamais froid, jamais chaud, un peu d'humidité, très très beau. Ça fait une belle touffe avec des belles fleurs d'une couleur, oui, rose violacé, un peu lavande, ça c'est vraiment super. Et puis on terminera avec le lys des Cafres, Oui, lys alors des... qu'on appelait Schizostylis et qui est devenu Esperanta. Vous savez, je vous parle toujours de ces botanistes un tout petit peu rigolos là, qui changent de nom tout le temps. Donc ça, c'est une très très belle vivace qui, elle, va rester en place, qui va fleurir de septembre à novembre, qui aime bien les endroits ensoleillés avec un sol frais. Par exemple, au bord d'un bassin, vous mettez ça et c'est vraiment très joli. C'est Milka qui nous réveille à cette heure-là. Et... Milka. Ça semblait bien la vache bleue, mais c'est pas là. La question de Milka, existe-t-il des citronniers d'intérieur, s'il vous plaît? Là aussi, la réponse est non, donc allez, question De suivante. toute façon, il n'existe pas de plantes d'intérieur. Les plantes oui. que l'on dit d'intérieur sont des végétaux, tous d'origine tropicale ou subtropicale, qu'on essaye d'acclimater dans nos maisons. Sur les citronniers, c'est compliqué. Alors, on va dire, guillemets, que le citronnier lime, c'est-à-dire le citron vert, qui est lui plus tropical que le citron jaune, pourrait avoir un comportement à la maison un petit peu meilleur. Sauf que il va manquer énormément de lumière. Ce sont des plantes qui aiment bien quand même beaucoup de lumière et qui va, après, dans nos intérieurs, en général, souffrir de la sécheresse de l'air. Oui. Le problème, c'est que dès que vous allumez le chauffage, eh bien, toute l'humidité de l'air est pompée par les systèmes de chauffage. Or, si vous avez eu la chance d'aller un jour en pays tropical, vous vous êtes rendu compte d'une chose, c'est que plus la température augmente et plus l'hygrométrie augmente. Or, à la maison, on fait exactement l'inverse. Plus on chauffe et plus on sèche. On a même des déshumidificateurs pour être plus à l'aise. Oh, c'est une catastrophe. Ça, c'est oui, pour les plantes, en tout cas. Alors, ça peut être utile pour éviter que les papiers peints cloquent ou des choses comme ça. Mais c'est vrai que dans une maison, même pour la santé d'ailleurs, il vaut mieux mettre un humidificateur qu'un déshumidificateur. Alors, sur les citronniers, je rappelle, j'insiste, lourdement peut-être, mais ce sont des plantes qui sont tout à fait destinées à la culture d'extérieur. Et il vaut mieux les laisser dehors, même en plein hiver, avec une bonne couverture. Je rappelle qu'il existe des serres qui coûtent 3 fois rien, juste un montant métallique et un plastique, qui peuvent suffire. Donc voilà comment on peut essayer de cultiver les citronniers. Une chose, laissez-les dehors. Et maintenant, nous allons avoir une petite page de publicité pour s'évader, parler peut-être un petit peu des citronniers ou d'autres choses, et on vous retrouve tout de suite. Profitez de votre programme sans effort avec l'autoril d'Ozlock. Tuyau d'arrosage qui se réenroule automatiquement. Ozlock, conçu par des jardiniers pour des jardiniers. Bienvenue au jardin. Patrick Mulan, Roland Motte. Alors nous sommes le 10 juillet. Qu'allons-nous faire dans la semaine qui vient, qui est le cœur de l'été, où l'on a envie d'être en vacances et pas de bosser au jardin? On fait rien ou alors, si seulement on pouvait ne rien faire. Mais alors, tout dépend comment on considère le jardin. Pour ma part, et je sais que pour toi aussi, c'est un vrai plaisir. Donc, on y va en courant. Quand on dit faire quelque chose, c'est
comment allons-nous nous reposer et allons-nous nous détendre au jardin? Et donc on a cette chance-là. Alors pendant tout l'été, j'ai décidé de commencer cette petite chronique par il faut aller faire un tour au jardin avec son sécateur en poche pour contrôler, surveiller, regarder. Sécateur en poche et binette à la main. Oui, et canette de jus de fruits qui t'attend sur la terrasse. Oui, pourquoi? Parce que là, faut observer, puisque avec chaleur, pluie, enfin, on va avoir des alternances qui sont pas bien pratiques pour les plantes. Donc, il y a des comportements qui vont être un petit peu surprenants. Donc, c'est bien de voir un peu les plantes, en particulier les plantes en pot, qui peuvent être sensibilisées par les excès de chaleur. Donc là, on va surveiller le plus attentivement possible. À partir du moment où vous avez un volume de terre réduit, et ça c'est le cas donc dans les pots, le dessèchement se fait forcément plus rapidement. En plus, dans un pot, vous n'avez pas le phénomène que l'on a en pleine terre, que l'on appelle la capillarité, donc à savoir la possibilité pour les liquides de remonter par les tout petits interstices qui peuvent exister entre les particules de terre, donc les plantes se dessèchent plus rapidement. Alors justement, on arrose quand ? Alors le soir, si tu peux, si possible. Alors, je me suis fait engueuler l'autre jour par un jardinier qui me dit ouais, non, on n'arrose pas le soir, on arrose le matin parce qu'il va y avoir des maladies, etc. Nous on arrose le soir et même tard le soir. On met un programmateur à l'heure que l'on veut. Non mais il y a même un truc qui est très très valable, c'est justement grâce à un programmateur, c'est d'arroser 2 fois dans la soirée. Vous allez arroser, comme dit Roland, vers 21h, 22h, c'est-à-dire au début de la tombée de la nuit, pour rafraîchir les plantes quand elles ont eu quand même un petit peu chaud et qu'elles ont eu du mal dans la journée, elles ont été agressées. Ça va les rafraîchir. Donc on met la moitié de la dose. Et puis vers 2-3 heures du matin, schlac, là, on donne une bonne quantité d'eau pour que tout simplement le sol se gorge bien d'eau, que les plantes puissent pomper tout, et puis elles vont passer une journée ensuite tranquille. Alors, la fréquence d'arrosage, ça c'est aussi quelque chose d'important. Je sais que ce que je vais vous dire n'est pas exact, mais c'est une sorte de moyenne qui peut vous servir. Tant que la température est inférieure à 25 degrés, vous pouvez arroser une seule fois par semaine, c'est largement suffisant. Je mets les pots à part, parce que les pots, ça, il faut regarder plus régulièrement. Mais pour le jardin, entre 25 et 28, 29 degrés, là, il vaut mieux arroser 2 fois par semaine. Mais au-dessus de 30 degrés, nous, je peux vous garantir, on arrose tous les soirs, de manière justement à ce que la plante puisse bien profiter de l'humidité. Eh bien, franchement, c'est comme ça qu'il faut faire, parce que les maladies vont pas se développer plus dans la soirée, et surtout, la température qui est suffisamment élevée pour ne pas que l'eau stagne trop longtemps. Et puis quand on a un jardin comme nous, tout est serré, tout se touche pratiquement, pas mouiller le feuillage, c'est un peu compliqué quand même. Hein. Alors bon, on surveille les chenilles, on fait une surveillance. Il y a un truc qui est bien à faire le soir, là c'est un vrai plaisir, à 11h le soir, tu vois, on regarde le film, on arrose, on met un film, et puis après, je redescends au jardin avec un petit sac à main, un petit sécateur, et je vais à la chasse aux escargots et aux limaces. Oh, j'ai un vrai plaisir, parce que du coup, tu as arrosé, elles sont sorties. Oui. Et là, tu ramasses tout le monde. Il y a papa qui est derrière et pim, je ramasse tout le monde comme je suis un écolo de base et je les dépose délicatement chez mon voisin. Alors une petite dernière chose, vous avez pu remarquer que les courgettes, les melons, tout ça, ça arrive à maturité. On ne les laisse pas se déposer sur le sol. On met une petite planchette ou une tuile dessous pour éviter que ça pourrisse. Nous allons lire, nous allons aussi surfer. On va peut-être commencer par l'Internet, mon cher Roland. Qu'est-ce que tu nous proposes ? Allez, j'ai vu que, tu vois, pendant le mois de juin, là, il y a l'aventurier Rémi Camus avec ses collègues qui ont descendu la Loire sur un radeau pendant 12 jours. Ils ont fait ça au mois de juin, c'était le mois dernier, et ils se sont amusés à ramasser les déchets. Pourquoi ? Pour mettre en avant une application qui s'appelle Trash Spotter. Ça permet de géolocaliser les déchets. On avait déjà une façon de faire en allant courir et en ramassant les déchets. Ça, c'est une nouvelle technique pour faire son jogging. Et bien maintenant, on peut les géolocaliser parce qu'on arrive devant un emplacement où il y a des déchets. On ne peut pas forcément les ramasser parce qu'on passe. Et donc, soit on les spot pour indiquer le lieu. Donc, l'application, il n'y a que 2 choix. C'est très simple. On spot, on prend la photo et on montre où sont ces déchets. Ou alors, on met « Je nettoie ». Si on a la possibilité, on a les sacs, etc. pour nettoyer. Et on indique où on a nettoyé ces déchets. En tout cas, on peut les repérer et puis aller les
les nettoyer si on le souhaite. Donc ça permet de préserver un petit peu la nature. Et ça s'appelle Trash Spotter. Moi, j'aimerais bien qu'on invente aussi une application qui ferait que vous photographiez ceux qui mettent les déchets. Non, parce que c'est complètement insensé. Ah oui. On voit des beaux jardins dans les villes, des efforts énormes des municipalités notamment pour faire des choses propres. Et puis, vous avez des gens qui jettent une enveloppe de n'importe quoi, une canette, etc. Alors qu'il y a même parfois une poubelle à 2 mètres, quoi. Donc ça, quand vous voyez ce genre d'attitude, il faudrait être là, clac, il faut oser. Ouais. Non, mais quand même, c'est insensé. Oui, c'est un peu incompréhensible de tout laisser. Alors nous, on est plus sensibilisés parce qu'on est jardinier et ces déchets nous marquent un petit peu plus. Et bon, enfin bon, heureusement, il y a plein d'initiatives pour essayer de ramasser ces déchets. J'espère que progressivement, la pédagogie va payer. Alors la pédagogie va payer aussi avec ce livre qui va beaucoup, beaucoup plaire à Roland, qui s'appelle « Un potager au naturel ». C'est écrit par un jeune garçon qui s'appelle Tom, qui a un site internet, qui a aussi une petite chaîne YouTube. Ah, il est sympa, le garçon. Bon, c'est pas non plus le grand scientifique du monde, hein, mais bon, il fait du jardinage à sa façon. Mais le livre, lui, il est super bien fait. Parce qu'en fait, vous voyez, vous avez récolté, à faire, buté, etc. C'est très précis, c'est très simple, c'est hyper illustré. Et en plus, vous avez des recettes qui viennent en plus. Par exemple, sur l'aubergine, on vous fait le thym provençal. On vous parle aussi de la culture de la plante sur le balcon, etc. Le livre est très, très facile. Tiens, ça va te plaire aussi, les auxiliaires. Enfin, c'est, bien entendu, c'est du bio, hein, c'est un livre moderne. C'est un livre pour plutôt les jardiniers débutants. Ça vaut pas trop cher par rapport à la qualité même du livre, c'est 16,90 €. Et c'est Albin Michel qui nous publie ça. Donc je rappelle, Le potager au naturel, avec Tom. Oui, c'est avec Tom parce qu'il est possible que ce ne soit pas lui qui ait tout écrit, mais bon, peu importe, du moment que c'est intéressant. Après, j'en ai un autre. Alors là, c'est beaucoup, beaucoup plus costaud. C'est tout à fait de saison. C'est un guide naturaliste pour les Causses et les Cévennes. C'est un livre qui a été écrit par le Conservatoire des espaces naturels d'Occitanie et qui, en cette saison, est particulièrement utile parce que si vous vous baladez dans cette région qui est d'une richesse alors absolument extraordinaire, il y a 2400 espèces animales de recensées, sauvages bien sûr, 2250 espèces de plantes à fleurs, et le livre, lui, va décrire 168 habitats d'une façon très très précise. Pareil, c'est localisé, il y a des cartes qui viennent l'accompagner. Vous avez vraiment des choses qui sont très, très, très valable. Alors, on y rencontre tout. Hein. On vous parle des milieux eux-mêmes. Ça, c'est aussi intéressant parce que souvent, on regarde quoi? Une plante, un animal, etc. On a parlé déjà de la biodiversité ici sur cette antenne. L'important, c'est de voir l'interaction qu'il y a dans tout ça. C'est-à-dire que pourquoi il y a des vipères ici et pourquoi il n'y en a pas là. Je parle de vipères, mais je pourrais parler des chevreuils ou de ce que l'on veut. Donc voilà, un livre qui est très, 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 très bien, avec des pictogrammes, un texte qui est clair, 55 cartes qui sont commentées. C'est un véritable guide de terrain. Bah oui, il faut... Et la photo de couverture est sympa, hein. Ah, avec une petite ouais, confondu dans le bois, là, c'est très sympa. Les hulottes, hein, c'est toujours comme ça. C'est ça, la hulotte. La hulotte, c'est autre chose, mais ça, c'est une vraie... Donc voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Autre chose, mon cher Roland, par rapport à ça? Non, si sur ton livre sur Tom le jardinier, je trouve ça très bien parce que c'est la transition en fait. Parce qu'on a eu une coupure de connaissances finalement. Il y avait nos grands-parents. Nous, on fait partie des dinosaures qui avons fait la transition. Et puis il arrive une nouvelle population de jardiniers, de petits jeunes qui sont en train de s'y remettre. Ils sont obligés d'apprendre par eux-mêmes. Et ce que tu disais, oui, ils ne savent pas forcément tout correctement. Mais c'est normal, il faut le temps. C'est tout à fait valable. Voilà, c'est ça. Ce que je voulais dire, c'est par rapport parfois à la connaissance intrinsèque. Mais c'est vrai qu'il faut bac plus 60 pour pouvoir avoir une petite maîtrise du jardin. Ah, là, c'est un téléphone par contre. Ça, je reconnais. C'est Caroline. Oui, Caroline qui nous dit: est-ce qu'il faut ou non poser la motte de racine d'une clématite en position inclinée lors de sa plantation? Oui, alors ça, c'est une vieille légende, je dirais, parce que on a vu dans tous les livres, tu parlais des vieilles générations dont je fais partie, mais on m'a appris ça aussi. Oui. La clématite étant une plante grimpante, si vous ne pouvez pas la placer pile poil
le long de son support, Oui. ben, il vaut mieux la mettre à l'oblique avec la tige en direction de l'endroit où on veut qu'elle s'attache. C'est du bon sens, ça, finalement. Oui. Oui. La seconde raison, c'est ce que l'on appelle l'affranchissement. Oui. C'est-à-dire qu'il est important que la base de la tige s'enracine pour à la fois donner de la vigueur à la plante, mais aussi pour éviter une maladie hyper fréquente qu'on appelle le dépérissement de la clématite et qui est une maladie cryptogamique qui vous ravage une clématite, mais en 2 jours. C'est-à-dire que lorsque l'eau stagne au niveau du collet, c'est là que ça se passe. Eh bien, vous risquez ce problème. Donc, si vous enterrez le collet, alors il faut que la terre, elle soit quand même bien légère. Oui, c'est ça. Eh bien, vous n'avez pas de risque avec ce problème. Alors, comment est-ce que l'on plante de façon très précise, mon cher Roland, la clématite? Pour éviter de me faire piéger par ta question, je suis allé sur le site de clématite.net en disant, tiens, là-bas, on va aller chez un pro. Ça, c'est Peut-être- monsieur Arnaud Travers. Voilà, donc j'ai tout regardé, j'ai tout bien lu ce qu'il nous a dit. Alors d'abord, la première chose à faire, je ne sais pas si Caroline va planter en ce moment. En ce moment, c'est-à-dire juillet, août, on arrête les plantations, bon, hormis ce dont on a parlé tout à l'heure, à savoir donc les bulbes d'automne, mais tout ce qui est arbuste, tout ça, on attend septembre, parce que la quand même forte chaleur, c'est pas facile pour la reprise, même si c'est possible, hein, théoriquement, avec Oui. les conteneurs. Donc, gros trou. Normalement, quand c'est un petit conteneur, on se dit 5 fois le volume du pot. Bon, évidemment, quand c'est un gros conteneur, on fait gaffe parce qu'après, il faut des bras. Et surtout, quelle que soit la saison, par contre, on va tremper la motte, la mettre dans une bassine d'eau ou dans un récupérateur d'eau. C'est ce qu'on fait. Nous, on trempe, on attend qu'il n'y ait plus de bulles d'air, on ressort, on laisse égoutter ou encore. Et puis, on va pouvoir planter. Alors, évidemment, on va retirer le conteneur. Je le précise parce que c'est vrai que des fois, il y a des conteneurs qui sont biodégradables et puis les gens disent « Ah bah tiens, je vais le laisser ». C'est peu biodégradable, en fait. Il faut mieux l'enlever. Ah oui, il faut l'enlever, c'est préférable si on peut. On va ensuite gratter avec son sécateur les racines, si jamais il y a un chignon, mais bon, sur de la clématite, je pense pas qu'il y ait un gros chignon. Ah, ça peut arriver. Et puis, on va planter, on va, si on peut, mélanger la terre avec un petit peu de terreau horticole. Si on a un reste de terreau, ça serait bien. Mais ce qui serait pas mal, surtout, ça serait de mettre un lit de gravillon en drainage sous la motte. En fonction du mais- sol, quoi, oui. Oui, mais pas mal. Hein. Vous pouvez mettre une bonne dizaine de centimètres, de façon, encore une fois, à ce que l'eau ne stagne pas. Et puis, hein, quand on dit tremper la motte, c'est pas Marilyn, bien entendu. Patrick, Roland, racontez-moi une histoire de plante, de jardin ou de jardinier. On va faire du lourd avec cette histoire de botanique parce que il y a quelque temps, on vous a présenté les Mathusalem du monde végétal et en faisait partie une plante emblématique de l'Afrique qui s'appelle le baobab. Le baobab qui est un arbre unique. Il y a rien qui lui ressemble vraiment. Donc quand on va en Afrique, on sait tout de suite que ça, c'est un baobab. Parce que les Africains, tu sais comment ils l'appellent? Non? L'arbre planté à l'envers. Ah oui, c'est pas faux non plus. C'est vrai, quand il n'y a pas de feuilles, on dirait bien que c'est des racines de l'autre côté. Et comme dans certaines régions d'Afrique, surtout l'Afrique subsaharienne, qui est donc vraiment sèche, on va dire que 10 mois sur 12, vous n'avez pas de feuilles sur le baobab, on dirait vraiment que les racines sont en l'air et que la tête est plantée dans le sol. Alors, le baobab a un nom botanique intéressant. Il s'appelle Adansonia digitata. Alors, Adansonia, pour quelle raison? Eh ben, il a Dansonia, il a dansé toute la nuit, et puis à Dansonia je trop, suis alors il a... effondré. Mais non. En fait, Michel Adanson, Ah, qui était un naturaliste français d'origine écossaise en dépit de son nom, il était né en 1727. Il a fait un grand voyage au Sénégal et il a été le premier à décrire vraiment ces arbres qu'il avait trouvés et qu'il avait appelés baobab comme on les appelait sur place. Et c'est Carl von Linné, donc le fameux naturaliste suédois, qui, en 1753, a honoré Michel Adanson en créant le genre Adansonia. Adansonia, c'est l'ensemble des baobabs, hein, parce qu'il en existe... oui, il n'y en a pas qu'au Sénégal alors. Non. Alors déjà, il n'y en a pas qu'au Sénégal, il n'y en a qu'en Afrique.
Oui. C'est vraiment une essence africaine. Mais il y a différentes espèces. Et notamment à Madagascar, le lieu où il y a le plus d'espèces de baobab différentes, c'est Madagascar. Et après, pourquoi digitata? Eh bien, parce que c'est une plante qui est digitée. Ça veut dire que chaque fois qu'il y a une ramification, elle est double. Donc ça fait double. Donc ça fait une sorte de fuseau, comme des fuseaux de racines. Qu'est-ce que tu veux nous dire sur le baobab, mon cher? J'ai découvert, parce que je le connais pas bien, je le fréquente pas bien, le garçon-là. Ces racines pouvaient s'étendre à 50 mètres du tronc, parce que ça descend qu'à 2 mètres à peu près de profondeur. Donc ça m'a paru tellement surprenant en disant un machin comme ça, qui est énorme, qui est gros et qui a finalement des racines qui sont un petit peu faibles, finalement, pour faire tenir cette plante. Non, le fait de s'étendre en largeur, ça lui donne une assise quand même qui est très importante. En plus, on ne peut pas dire que ça pousse dans des zones où il y a énormément de vent. Ce n'est pas une plante qui est de bord de mer et qui pourrait être soumise à des grandes tempêtes. Et je crois que s'il étend son système racinaire très loin, c'est parce qu'il n'y a pas d'eau en profondeur. On est dans des zones semi-désertiques et qu'au contraire, il va pouvoir bénéficier des moindres gouttes d'eau dès qu'il y aura une pluie. De toute façon, c'est un arbre réservoir. Quand on avait parlé de ces plantes Mathusalem, où au Sénégal, il y a des personnes qui donnent une évocation d'arbres de 5000 ans, alors qu'on pense que c'est plutôt autour de 2000, pourquoi est-ce que l'on n'est pas d'accord? Eh bien parce que, curieusement, sur le baobab, on n'est pas fichu de pouvoir le dater réellement à cause de sa consistance spongieuse. C'est-à-dire qu'au lieu de faire des cercles concentriques, normal quoi, comme tous les arbres chaque année, vous savez qu'un arbre, donc tous ces vaisseaux meurent chaque année, et donc ça fait un cercle. Et puis l'année suivante, il y en a un autour. Donc il suffit de compter les cercles, quand on l'a coupé évidemment, et on sait quel âge il avait. Sur le baobab, c'est pas possible parce que c'est comme une sorte d'éponge. Donc il n'y a pas de cercle. Donc c'est compliqué. On fait rien d'ailleurs avec le bois. On fait pas grand-chose. Avec le bois. Non, mais c'est un bois un petit peu particulier. Alors, ce qui est intéressant, même passionnant, sur le baobab, c'est sa floraison. Parce que c'est un arbre qu'on appelle chiroptérophile. Allez. Ah oui, chiroptérophile. Ça voudrait dire quoi? Ça veut dire qu'il chiropte et puis des fois il chiropte pas. Mais les chiroptères, ce sont les chauves-souris. Ah mais oui, c'est vrai, maintenant que tu le dis. Oui. Donc la floraison du baobab est nocturne et elle attire donc les chauves-souris. Alors il faut savoir une chose, c'est que c'est une floraison très éphémère parce que la fleur, elle va s'ouvrir très rapidement. Entre le bouton et l'épanouissement, il n'y a que 2 heures qui se passent. Et en pleine éclosion, en fait, il y a une odeur assez moisie, on va dire. C'est pas très agréable. C'est très joli, hein, la fleur de baobab est très belle. Mais elle attire donc ces chauves-souris qui ne sont pas des chauves-souris vampires qui se nourrissent de sang. Ce sont des chauves-souris frugivores et généralement, c'est des grands chauves-souris. Alors, une fois que la floraison se fait, d'ailleurs c'est rigolo, c'est une sorte de long pédoncule comme ça que la fleur en bas, eh bien vous allez avoir des fruits de baobab que l'on appelle le pain de singe. Alors, comment les chauves-souris transportent le pollen? Elles le mettent où, les bougres? Mais une chauve-souris, c'est complètement poilu. Donc il suffit qu'elle se frotte un peu sur la fleur et puis elle va l'avoir. Puis en plus, la chauve-souris, elle a une longue langue. Et elle est obligée d'aller chercher un peu à l'intérieur de la fleur. Ça, c'est toujours comme ça. Les fleurs, c'est un piège. Donc le bout du nez doit être tout... il n'y a peut-être pas que le bout du nez. Je pense qu'il y a un petit peu le bord du dos qui doit être bien couvert de pollen. Puis après, elle va aller sur une autre fleur et puis elle va transmettre. De toute façon, vous inquiétez pas, les plantes, elles sont malines et elles ont bien compris le truc. Donc pourquoi est-ce qu'on appelle le fruit du baobab le pain de singe? Il est tout simplement comestible. Et dans de nombreux pays d'Afrique, on l'utilise. Alors, on fait même des sortes de boissons. On presse le fruit, on fait une sorte de nectar. Et voilà, c'est un arbre qui est tout à fait extraordinaire. On mange même les graines parce qu'on peut les griller et même en faire une sorte de succédané du café. Alors, bien sûr, c'est un arbre qui est très, 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 très lent à pousser, parce qu'il peut vivre très longtemps. Alors j'ai essayé de trouver
des records. Alors, Ah. ce que je vais donner, il y en a toujours un qui dira ah ouais, mais moi, il est encore plus grand. Il y en a qui sont quand même connus. Il y a le baobab de Fissel. Alors, Fissel, ça s'écrit pas comme une ficelle, ça s'écrit F-I-2-S-E-L. C'est un petit village du Sénégal à 90 km de Dakar. La circonférence à 1,50 m du sol est carrément de 22 mètres. 22 mètres à sa cause, là. Bah, il faut une bonne douzaine de personnes pour faire le tour, hein, quand on se tient les bras comme ça. Mais à Madagascar, il y en a un qui aurait 27 mètres 30 et qui serait âgé de 1300 à 1500 ans. Bon, il a été foudroyé en 2019 et là, il a du mal à se remettre de ce coup-là. Ce sont des arbres qui sont absolument vénérables et qui, malheureusement, à cause de l'expansion des populations humaines, des cultures, etc., sont menacés, notamment à Madagascar. Et on pourrait peut-être, alors pour terminer, dire que le plus grand des plus grands serait en Afrique du Sud, où l'arbre de Sagol, qui est dans la région de Limpopo, au nord de l'Afrique du Sud, il a été mesuré 33 mètres de tour de tronc. Et là, il faut entre 18 et 20 personnes pour faire le tour. Donc, si vous voulez faire du shirin-yoku, c'est-à-dire d'embrasser un baobab, venez avec toute votre famille, ce sera bien mieux. Et je crois que c'est sur ces mots un petit peu, on va dire, facétieux que l'on va terminer cette émission. J'espère que vous aurez passé un bon moment avec nous. Bah oui. Roland, on remercie toute la technique. Il y avait Stéphane aujourd'hui aux manettes pour l'audio. Il y avait Miguel avec tout simplement 4 caméras pour nous filmer et vous permettre de nous suivre sur News Jardin TV. J'embrasse les jardinières, ma petite jardinière Nicole, la jardinière de Roland, Marilyn qui était là aussi, et puis notre mascotte Perle. Et on vous dit à la semaine prochaine et bienvenue au jardin. Prenez soin de votre jardin avec Oriange 3 en 1. La nouvelle innovation Solabiol. Insectes, acariens et maladies, un seul produit et c'est fini. Vous avez écouté Bienvenue au jardin avec ARS, le fabricant japonais d'outils professionnels pour la taille, la coupe et l'entretien de vos jardins et de vos espaces verts. Vous avez besoin d'un avis, d'un conseil? Consultez-nous sur notre site www.ars-france.fr.